Merci beaucoup. Évitez de nous faire désinfecter la bouche. Voilà, bonjour, je vais vous parler d'un sujet un peu vaste. Je dois le présenter en 15 minutes, ce qui est difficile pour un Suisse. Je vais essayer de parler vite, ce qui est encore plus difficile. Donc je vais parler microbiote et PR, et puis brièvement un peu de possibles applications de cette recherche à long terme. Alors, pour la PR et le microbiote, vous savez d'abord que le microbiote, on a toute une série. Je vais me focaliser sur le microbiote digestif, mais on connaît bien les histoires de parodontite, donc le microbiote buccal, et des études qui ont lieu sur le microbiote pulmonaire ou génital également. Et vous rappelez que le microbiote est associé pour l'instant dans la pathogénèse de très nombreuses pathologies, donc le Crohn, le diabète, l'obésité, etc. et la PR. Alors comment est-ce qu'on imagine l'éthiopathogénèse de cette maladie ? C'est des choses que vous connaissez, il y a un terrain génétique et une interaction avec des facteurs environnementaux qui sont en grande partie pas connus. On connaît l'histoire du tabac, mais il y en a beaucoup d'autres. De cette interaction naît l'organisme génère une réponse immune autodirigée. On parle de début immunologique de la maladie. Et 5-10 ans plus tard, on commence à voir apparaître les premiers signes de la maladie qui sont souvent peu différenciés. Et peut-être 1 ou 2 années plus tard, on a le tableau que nous connaissons et définissons comme une polyarthrite rhumatoïde. Alors, comment est-ce qu'un microbiote pourrait initier une auto-immunité ? Alors, il y a différentes hypothèses. Ici, vous en voyez 5, il y en a probablement encore plus. La première est celle d'un mimétisme moléculaire, quelque chose qu'on connaît assez bien. Donc, l'idée qu'un antigène bactérien ressemble à certains auto-antigènes. Mais il y a aussi l'hypothèse de génération de néo-antigènes par le microbiote digestif qui ensuite crée ou favorise la survenue d'auto-anticorps. Il y a l'idée d'une activation de cellules T qui serait capable d'interagir avec différents antigènes, activation du système immun un peu global par le microbiote digestif, ou encore la dissémination d'antigènes bactériens dans la circulation systémique qui favoriserait ensuite une inflammation, une réaction immune au niveau articulaire. Quel que soit le mécanisme, cela va aboutir à la production d'auto-anticorps qui ensuite favorise la survenue de la PR. Alors, juste pour donner 1 ou 2 exemples, par exemple, le mimétisme articulaire est quelque chose qu'on connaît très bien. Vous vous souvenez de la fièvre articulaire, on dit en français le rhumatisme articulaire aigu, merci, avec une infection muqueuse, la génération d'anticorps contre la bactérie, les ASLO, contre le streptocoque de type A, et une quinzaine de jours plus tard ou quelques semaines plus tard, l'apparition de phénomènes inflammatoires au niveau du cœur, du muscle, de l'articulation, un tableau qu'on voit rarement chez nous, mais qu'on connaît bien. Il y a un autre exemple plus récent, mais que j'ai trouvé intéressant, c'est le syndrome des antiphospholipides. Sans aller dans le détail, on avait remarqué que ces patients avaient également des problèmes digestifs et de façon relativement consistante, une surreprésentation de cette bactérie que je ne connaissais pas, le Rosburgia intestinalis. Je vais aller vite, mais on remarque qu'il y a certaines homologies entre un antigène de surface de cette bactérie et les antiphospholipides, le bêta-1-GP1. Et les auteurs ensuite ont inoculé ce Rosburgia intestinalis à des souris, remarqué que ça favorisait la survenue de ces antigènes qu'on décrit sous la forme de syndrome des antiphospholipides et dans certaines situations favorisantes de thrombose. Donc potentiellement un autre exemple de mimétisme antigénique. Alors qu'en est-il de la polyarthrite ? Alors on parle de l'axe articulation, ou plutôt intestin-articulation, gut joint axis, ça sonne très bien. À gauche, vous avez la situation normale avec une eubiose, donc un microbiote normal, une barrière intestinale étanche et peu de contact finalement entre le système humain et ce microbiote. Dans la
polyarthrite rhumatoïde, c'est une hypothèse, c'est qu'on assiste à une dysbiose qui favoriserait ensuite une perte de cette perméabilité intestinale, le passage de produits bactériens, l'activation des cellules immunitaires qui migrent dans l'articulation et favoriserait la survenue de la polyarthrite. Voilà, comme ça. Alors on parle de l'hypothèse d'une origine muqueuse, Mucosal Origin Hypothesis. Cette hypothèse suggère donc que les processus qui déclenchent l'auto-immunité débutent dans un site muqueux. Alors ça en soi, c'est pas révolutionnaire du tout, mais juste pour rappeler qu'on a beaucoup d'exemples. J'ai parlé tout à l'heure de la parodontite chronique, de certains germes qui prédisposent à la sécrétion d'anticorps anti-CCP ou ACPA. Une étude française avait montré que des patients qui présentent, ou des personnes qui présentent chroniquement des diarrhées, donc probablement une dysbiose digestive, sont prédisposés à développer une polyarthrite plus tard dans leur vie. Pareil pour une inflammation chronique des muqueuses pulmonaires avec les COPD, le tabac, la pollution atmosphérique, tout ça étant des facteurs de risque pour la survenue ultérieure d'une PR, et puis plus récemment des biomarqueurs qui suggèrent, qui en tout cas vont dans le même sens. On sait que l'expansion clonale de plasmocytes, le plasmoblaste IgA, donc des cellules immunes muqueuses, sont un bon biomarqueur pour prédire qui va développer une polyarthrite rhumatoïde. Alors, parlons plus spécifique PR et microbiote digestif. Il y a eu 6 études dans la PR précoce, PR non traitée précoce. 4 d'entre elles ont montré une augmentation d'espèces de type Prevotella-C ou Prevotella dans le microbiote digestif, et 3 d'entre elles, donc la moitié, spécifiquement du Prevotella copri. Il y a encore eu 4 études génétiques, je les appelle, avec une randomisation mendélienne, donc une association entre risque génétique et microbiote digestif. Et on retrouve là aussi, chez les individus qui ont un risque génétique élevé, on retrouve une augmentation, là je montre quelque chose, une étude à laquelle on a participé, une augmentation de Prevotella C numéro 7, qui est probablement un P-copri, c'est pas tout à fait certain puisque c'est des signatures génétiques, hein. Alors ici, dans l'étude Twin UK, gros registre anglais avec des jumeaux, à droite, c'est, tiens, j'ai cru que j'avais mis, c'est une étude suisse de membres de famille où il y a une association entre l'épitope partagé et ce même germe. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que la maladie est déclarée et traitée, vous ne retrouvez plus du tout cette association avec Prevotella C. Donc ça semble être quelque chose qui est présent au début de maladie, qui disparaît par la suite. Est-ce qu'au niveau expérimental animal, on a des évidences? Je vous montre très rapidement cette étude-là. Ici, on a transfecté du microbiote de patients versus d'individus sains à des souris qui sont prédisposées à faire des arthrites. On attend 8 semaines et on regarde quelles sont les souris qui ont développé une arthrite. Vous voyez en bleu les patients à qui on a transfecté du microbiote digestif de patients PR, riche en P-copri. Et vous voyez qu'au cours des semaines, ces souris-là sont très susceptibles de développer des arthrites et un score d'arthrite beaucoup plus sévère que celles qui ont reçu un microbiote sain. Si on pense que Prevotella, au niveau digestif, prédispose à la polyarthrite rhumatoïde, on s'attendrait à trouver des anticorps contre Prevotella. Et c'est ce qu'a fait cette étude américaine, où à gauche, on a regardé est-ce qu'il y a une immunité cellulaire contre la protéine de surface de ce Prevotella copri, à droite, s'il y a une immunité humorale. Et vous voyez dans les deux cas, je ne sais pas si on arrive à lire, ça va. J'ai appuyé sur le noir, c'était pas une bonne idée, voilà. Non, j'ai pas de flèche, mais vous voyez en haut, la première colonne, c'est des contrôles sains, la deuxième, c'est une maladie de Lyme, et la troisième, c'est des patients avec une PR précoce, et en gros, 40% présentent une immunité cellulaire spécifique contre cette bactérie. Si on regarde au niveau humoral, la situation est un peu moins claire, mais enfin, si on met les deux ensemble, environ 70%, vous diriez 70%, excusez-moi, je parle français de France là, retrouvent une immunité contre P-copri. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il me semble bien avoir une association entre ces anticorps et la présence d'ACPA et avec la sévérité de la maladie.
Je vous montre brièvement une étude que nous avons faite dans notre service. On a pris des patients dans la phase précoce ou pré-PR, à savoir des patients qui avaient une immunité associée avec la PR ou des gens qui avaient des arthrites indifférenciées, mais dans des membres de famille directs de patients PR, comparé à des contrôles qui avaient aussi d'un membre de famille, mais qui n'avaient pas développé de signes de PR après plusieurs années de suivi. Voilà, et des groupes, vous remarquerez que le groupe pré-PR à droite a en moyenne une articulation tuméfiée et ou douloureuse. Environ la moitié sont ACPA ou facteur rhumatoïde positif. Ce n'est pas des PR, c'est des gens qui sont un peu dans cette zone grise. Alors quand on regarde leurs selles, ici sont dépeints le pourcentage de patients qui présentent du Prevotella en pourcentage augmenté dans leurs selles, à droite pré-PR, à gauche les contrôles. Même sans faire de grandes statistiques, vous voyez qu'il y en a plus dans le groupe pré-PR. Si on regarde les nombres, environ 30% avaient du Prevotella chez les contrôles, 53% chez les pré-PR. Et si on regarde un tout petit peu plus en détail, en vert, vous avez le Prevotella copri. Vous voyez sans grande statistique à nouveau qu'il y en a bien plus dans les patients qui étaient dans les phases précliniques de la maladie que chez les contrôles. Donc si je résume cette section, on pourrait dire que les Prevotella sont une bactérie potentiellement immunogène chez l'homme, qu'on arrive à retrouver une immunité humorale ou cellulaire chez environ 70% de patients atteints de PR précoce, qu'il y a une association avec les ACPA, qui est une homologie de séquence, je ne vais pas montrer ça, entre l'antigène de surface de cette bactérie Prevotella copri et les antigènes spécifiques à la PR, et que cet enrichissement de Prevotella semble être présent dans les phases pré-PR, précoces de la maladie. Je vais finir juste avec quelques hypothèses d'application de cette recherche. Cette dysbiose intestinale pourrait donc effectivement agir comme une sorte de modulateur précoce de la maladie, et on peut imaginer intervenir là-dessus avec, par exemple, des probiotiques, par exemple avec des interventions alimentaires, par exemple avec une transplantation fécale. Il y a une étude randomisée relativement importante qui est en cours pour ça, ou alors pour faire un diagnostic. Alors juste vous montrer quelque chose dont, en tout cas, ce n'est pas la littérature que je lis, mais quand même une étude avec 2200 patients randomisés, c'est une méta-analyse, 42 études avec l'utilisation de probiotiques dans les maladies auto-immunes, dont la PR. C'est en général des lactobacilles ou des bifidobactéries qu'on donne sous forme de capsules. Vous voyez qu'il y a un effet sur la CRP, vous voyez les études, l'effet est à gauche, donc améliore la CRP de façon significative. Et si on regarde le DAS chez les patients PR, vous voyez qu'il semble aussi se diriger vers la gauche avec une diminution du DAS d'environ 0,58, un peu borderline cliniquement relevant, mais enfin intéressant. Au niveau diagnostic, cette étude est intéressante, vous en avez entendu parler, j'en suis sûr. On a pris des patients PR précoces qui recevaient pour la première fois du méthotrexate. Et avant de leur donner du méthotrexate, on a pris leurs selles et on a regardé, je crois, au bout de 3 ou 6 mois, est-ce qu'ils étaient répondeurs au méthotrexate ou pas. On a remarqué que les non-répondeurs étaient des métaboliseurs du méthotrexate, donc capables de digérer, si vous voulez, le méthotrexate beaucoup plus efficacement que les patients qui étaient répondeurs. Et on avait une association entre la diminution du DAS et la rapidité avec laquelle le méthotrexate était détruit par le microbiote digestif. Et donc, ils se sont amusés à faire un graphique en disant, en gros, quand on donne du méthotrexate oral à un patient PR, c'est 50-50. Hein. Il y en a la moitié qui répondent, l'autre moitié, il ne se passe pas grand-chose. Si on leur prend les selles et qu'on regarde qui est métaboliseur rapide, en gros, dans la moitié des cas, vous arrivez à prédire s'ils vont être répondeurs ou pas. Et surtout, vous n'avez plus que 10% des patients qui sont non répondeurs. Les autres, bien sûr, vous les passez soit en sous-cut, soit vous donnez autre chose. Donc, potentiellement quelque chose d'utile dans la clinique. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.